Chers bacheliers, bonjour. La séance d'aujourd'hui, c'est une séance de neurophysiologie. Elle est destinée pour les classes terminales, les classes de 4e année sciences expérimentales, mais aussi pour les classes de 4e année mathématiques. Donc, nous allons nous intéresser aux caractéristiques bioélectriques de la fibre nerveuse au repos. Par conséquent, c'est le potentiel de repos. Nous commençons d'abord par la mise en évidence du potentiel de repos de ce phénomène et nous allons voir une première simulation. Donc là, vous allez voir le phénomène, comment mettre en évidence le potentiel de repos. Suivez ici, donc vous avez ici deux électrodes. Ça, c'est l'électrode de référence, ou ce qu'on appelle aussi l'électrode indifférente. Et là, vous reconnaissez l'électrode active ou l'électrode de mesure. Là, vous avez la fibre nerveuse et là, vous voyez le signal lumineux qui indique la valeur de la DDP enregistrée. À ce niveau, le signal lumineux indique que la DDP est égale à 0. Le milieu extracellulaire est donc supposé isopotentiel, il est neutre. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Nous allons introduire l'électrode active à l'intérieur de la fibre nerveuse et remarquez au niveau de l'écran, là vous voyez que lorsque l'électrode active elle est introduite à l'intérieur de la fibre nerveuse, on enregistre une DDP qui passait de ce niveau à ce niveau. Là vous avez l'échelle, c'est 20 millivolts par... Là vous avez 20 millivolts, donc nous passons de 0 à moins 70 millivolts, c'est le potentiel de repos. Nous allons voir donc avec plus de détails ce potentiel et nous allons revenir à l'enregistrement du potentiel de repos. Cet enregistrement, ça montre donc d'abord la valeur initiale. Cette valeur, c'est la valeur de la DDP lorsque les deux électrodes sont maintenues à la surface de la fibre nerveuse. Et à cet instant, l'électrode active, elle a été introduite à l'intérieur de la fibre nerveuse. Et là, vous constatez que la DDP enregistrée, c'est une DDP qui passait de 0 à moins 70 millivolts. Ça, c'est la valeur du potentiel de repos. Remarquez d'abord que cette valeur, elle est constante, elle est stable. Et elle mesure, en fait, elle est mesurée entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Nous allons voir donc dans cette page la définition du potentiel de repos. D'abord, c'est une DDP stable et permanente. Cette DDP, elle est enregistrée de part et d'autre de la membrane d'une fibre nerveuse et surtout, elle est obtenue en absence de toute stimulation. Elle est obtenue en dehors de toute stimulation. Nous allons voir maintenant l'origine de ce potentiel de repos. Et pour comprendre l'origine de ce potentiel de repos, nous revenons sur la composition ionique des ions Na+, K+, de part et d'autre de la membrane de la fibre nerveuse. Le tableau ci-dessous donne donc la concentration ionique en ions Na+, K+, Cl- et R- de part et d'autre de la membrane plasmique de l'axon géant de Kalmar. Analysons ce tableau. Voilà ce que ça montre d'abord. Le milieu intracellulaire, le liquide ou le milieu intracellulaire, et là vous avez la composition du liquide extracellulaire. Pour les ions Na+, constatez que le rapport extracellulaire-intracellulaire en ion K+, il est à peu près, en ion Na+, il est à peu près de 9. Les ions K+ se trouvent essentiellement dans le milieu intracellulaire, beaucoup plus dans le milieu intracellulaire que dans le milieu extracellulaire. De même, les ions Cl-, vous allez les trouver dans le milieu extracellulaire, alors que les ions R- se trouvent essentiellement dans le milieu intracellulaire. Donc, on peut récapituler en disant que le milieu extracellulaire est essentiellement formé par des ions Na+, Cl-, alors que le milieu intracellulaire, il est essentiellement représenté par les ions K+, R-. Nous supposons donc d'une façon générale que le milieu extracellulaire est assimilé à une solution d'Na+, Cl- évidemment, et le milieu intracellulaire est assimilé à une solution de K+, R-.
Et c'est cette répartition inégale de charge Na+, ou d'ion Na+, Cl- à l'extérieur, K+, R- à l'intérieur, qui permet évidemment d'expliquer le potentiel de repos. En bilan, on peut lire que le liquide extracellulaire est assimilé à une solution d'Na+, je dirais Na+, Cl-, et l'axoplasme ou le milieu intracellulaire, le liquide intracellulaire, est assimilé à une solution de K+, R-. La fibre nerveuse se caractérise donc par une répartition inégale des ions Na+, et K+, de part et d'autre de la membrane plasmique qui est à l'origine du potentiel de repos. Voilà donc le bilan. Nous continuons avec le rôle de la membrane plasmique dans le maintien de ce potentiel de repos. Parce que vous avez constaté que dans cette première démonstration, que les ions Na+ se trouvent à l'extérieur, les ions K+ se trouvent à l'intérieur, et donc entre le milieu extra et le milieu intracellulaire se trouve évidemment la membrane plasmique de la fibre nerveuse. Donc si nous voulons comprendre quelle est l'origine de ce potentiel de repos, il faut se demander, il faut se poser la question, quel est le rôle de la membrane plasmique dans le maintien de ce potentiel de repos. Pour cela, regardons l'ultrastructure de la membrane plasmique. Voilà, cette membrane plasmique, comme vous voyez, elle est formée donc par des phospholipides, c'est ce que vous voyez ici. Et puis, il y a des protéines. Ce que vous voyez en vert, ce sont les protéines. Il y a des protéines de surface et il y a des protéines intégrées. La membrane plasmique est donc une membrane vivante. Elle est formée essentiellement de deux couches phospholipidiques d'une part et d'autre part de protéines. Nous allons, en connaissant cette structure, se demander par conséquent comment cette membrane qui est qualifiée de vivante peut-elle mettre à l'extérieur les ions Na+, et à l'intérieur les ions K+. Pour cela, on va se poser donc cette question, comment une membrane vivante peut-elle maintenir le potentiel de repos à sa valeur constante? C'est-à-dire, comment peut-elle mettre à l'extérieur les ions Na+, et maintenir à l'intérieur les ions K+. Analysons alors la série d'expériences suivantes. Et nous commençons par la première expérience. Là, d'abord, nous avons une fibre de calmar est placée dans une cuve contenant de l'eau de mer, où le sodium a été remplacé par du Na+ radioactif. On décèle la radioactivité, rapidement la radioactivité à l'intérieur de la fibre nerveuse. Cette expérience vous laisse comprendre tout de suite que le potentiel, que les ions Na+, passaient du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Regardons la deuxième partie de cette expérience maintenant. Une fibre de calmar où le potassium axoplasmique, donc le potassium intracytoplasmique, est remplacé par du potassium radioactif et placé dans l'eau de mer. On décèle la radioactivité à l'extérieur de la fibre nerveuse. Là aussi, cette partie de l'expérience, ça vous montre que les ions K+, passaient du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Dans les deux cas, vous constatez que ce transport se fait selon le gradient de concentration, c'est-à-dire se fait du milieu le plus concentré ou le milieu à forte pression osmotique vers le milieu le moins concentré, c'est-à-dire le milieu à faible pression osmotique. Ce transport ne peut être qu'assuré par des canaux de fuite et ce transport, il est qualifié de passif. Comme vous voyez dans ce bilan, à travers la membrane s'effectue donc un transport selon le gradient de concentration. C'est un transport d'abord passif et d'autre part, ce transport est assuré par des protéines, qui sont les canaux de fuite. La question qui se pose tout de suite, c'est que se passe-t-il à la longue? Si nous supposons que la membrane est soumise à un transport passif, comme nous venons de voir, et que ce transport passif
aboutit à un passage ionique de part et d'autre de la membrane cytoplasmique selon le gradient de concentration. Tout de suite, on peut imaginer que les ions Na+, qui étaient à l'extérieur rentraient et que les ions K+, concentrés à l'intérieur, sortaient vers le milieu extracellulaire. Si nous supposons que ce phénomène est le seul qui se produit à travers la membrane, ça va aboutir tout de suite, comme vous voyez, à une égalisation de concentration, donc à un état d'équilibre. Or, cet état d'équilibre entraîne tout de suite une annulation du potentiel de repos. Or, le potentiel de repos, comme on sait, n'est jamais nul. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'était un potentiel qui est stable tout au long de la vie de la cellule. Donc, revenons à cette question. On va formuler cette question de la façon suivante. Si le mouvement des ions Na+, K+, est soumis uniquement au phénomène de transport passif, c'est-à-dire de diffusion, il se produit à la longue une égalisation des concentrations des ions Na+, K+, de part et d'autre de la membrane, ce qui correspond à une annulation du potentiel de repos. Or, le potentiel de repos est constant tout au long de la vie de la cellule, il n'est jamais nul, ce qui laisse supposer l'intervention d'un autre mécanisme. De quel mécanisme s'agit-il? Donc, nous allons voir qu'il devait y avoir un autre mécanisme et nous allons émettre une hypothèse permettant d'expliquer comment la membrane est-elle capable de maintenir stable le potentiel de repos. L'hypothèse peut être formulée de cette façon. À travers la membrane, un autre transport devait s'opposer à l'égalisation des concentrations en ions Na+, K+. Voilà ce qu'elle était notre hypothèse et il convient évidemment de vérifier expérimentalement cette hypothèse. Pour cela, nous allons passer à une nouvelle série d'expériences qui vont nous permettre de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse émise. Nous passons à l'expérience 2. Là, on peut lire que du potassium radioactif est injecté dans le liquide extracellulaire, cette fois-ci, d'un axone. Quelque temps après, le liquide intracellulaire contient du K+ radioactif. Du Na+ radioactif est injecté dans le cytoplasme d'un axone. Quelque temps après, le liquide extracellulaire contient des ions Na+ radioactifs. Évidemment, dans ces deux expériences, la quantité d'Na+ radioactif injecté ou la quantité de K+ injecté ne doivent pas entraîner une rupture du rapport Na+ milieu extracellulaire, Na+ milieu intracellulaire et K+ milieu intracellulaire, K+ milieu extracellulaire. Nous allons voir que ce transport se fait donc contrairement à ce que nous avons vu tout à l'heure au niveau du transport passif, ce transport va se faire contre le gradient de concentration. Donc là, dans la conclusion, on peut lire que parallèlement au transport passif des ions, selon le gradient de concentration, c'était le transport qu'on avait vu tout à l'heure, il existait un autre type de transport des ions Na+, K+, qui se fait contre leur propre gradient de concentration. Ce transport, c'est un transport actif. C'est un transport actif et nous allons voir tout de suite, si vous voulez, les caractéristiques de ce transport actif. En quoi ce transport actif, d'abord, diffère-t-il du transport passif et d'autre part, ce transport a-t-il des caractéristiques qu'on va pouvoir développer dans la partie suivante. Étudions d'abord les caractéristiques de ce transport actif. Pour cela, revenons à l'expérience 3, à une nouvelle série d'expériences. Et là, vous voyez qu'on va prendre un axone de calmar vidé de son contenu cellulaire et que cet axone est rempli d'un liquide ayant la composition du liquide intracellulaire, mais dont les ions Na+ sont rendus radioactifs. L'axone est ensuite ligaturé et placé dans une cuve contenant de l'eau de mer normale. On mesure le flux sortant d'Na+ radioactif dans deux conditions, d'une part dans un liquide extracellulaire normal et d'autre part dans une eau de mer additionnée de DNP. C'est une substance qui inhibe la synthèse d'ATP.
Donc, regardons la courbe qui schématise un tout petit peu les résultats obtenus. Le flux sortant d'Na+, c'est un flux dans les conditions normales, c'est un flux qui est décroissant. Normalement, la sortie d'ion Na+ va se faire comme cela. La sortie, elle est importante au début, mais cette sortie diminue évidemment dans le temps. Lorsque le liquide extracellulaire est normal, vous constatez que la sortie d'ion Na+, elle est importante, mais elle est décroissante. Maintenant, lorsque on additionne au milieu la DNP, c'est une substance qui bloque la synthèse d'ATP. Et bien sûr, vous comprenez que lorsqu'on ajoute au milieu la DNP, on finit par bloquer la respiration cellulaire et donc on va bloquer la production d'ATP, molécule hautement énergétique de la cellule. Dans cette expérience, j'ai parlé de la DNP. Il peut y avoir d'autres substances, d'autres poissons, la cyanure et d'autres qui peuvent vous bloquer aussi la synthèse d'ATP. Revenons donc à la courbe. Voilà ce qu'elle montre la courbe. Vous voyez que la sortie d'ion Na+, elle s'annule pratiquement. Et cette sortie, elle reprend lorsque on revient à la composition initiale du liquide extracellulaire normal. Voilà, donc de cela, on peut dégager une première conclusion que le transport actif, c'est un transport qui nécessite de l'énergie. Dès que la production d'ATP ou la production d'énergie est bloquée, là, vous avez vu que la sortie d'ion Na+, le transport actif par conséquent, s'annule. Passons à une autre caractéristique de ce potentiel. Peut-être avant, nous regardons la conclusion. Donc, j'ai dit de 0 à 50 minutes, le flux sortant d'Na+ est élevé, puis diminue car les ions Na+ radioactifs diminuent dans la fibre au cours du temps. Il s'agit d'un transport contre le gradient de concentration. De 50 à 100 minutes, suite à l'addition du DNP, le flux sortant d'Na+ chute et s'annule avec l'absence d'ATP. La conclusion que nous pouvons dégager tout de suite, c'est que la sortie d'ion Na+ se fait avec des dépenses énergétiques. Donc, c'est un transport actif. Nous allons découvrir maintenant une autre caractéristique de ce transport actif. Nous allons voir essentiellement la nature de ce transporteur actif. Cette expérience 4 qui consiste à considérer un accent de calmar vidé de son contenu cellulaire est rempli d'un liquide ayant la composition du liquide intracellulaire et dont les ions Na+ sont rendus radioactifs. L'axone est ensuite ligaturé et placé dans une cuve contenant de l'eau de mer normale. On mesure de nouveau le flux sortant d'un Na+ radioactif, mais cette fois-ci à une température de 18 degrés et à une température de 0,5 degrés. Regardant la courbe obtenue, donc vous constatez que la sortie d'ion Na+, elle est décroissante. Il y a une chute importante. Il y a une chute de la sortie, mais la chute, elle devient très importante lorsque la température, elle est maintenue à 0,5 degrés Celsius. La sortie d'ion Na+, elle reprend normalement lorsque les conditions de température initiale sont de nouveau installées. Donc là aussi, revenons à une autre propriété qui caractérise la nature de ce transporteur membranaire. Vous voyez que ce transporteur qui assurait le transport actif, c'est un transporteur qui est sûrement de nature protéique, puisque le fonctionnement de ce transporteur peut être modifié par l'effet de la température. Et c'est ce qu'on va dégager dans la conclusion par conséquent, c'est qu'à 0,5 degrés, le flux sortant d'un Na+ radioactif est très faible et il augmente avec la température. Donc la sortie d'un Na+ est assurée par un transporteur de nature protéique. Il s'agit d'une enzyme. C'est une ATPase. Nous continuons donc avec le mode de fonctionnement cette fois-ci.
de ce transporteur. Et nous allons analyser cette cinquième expérience. On a un axone de calmar vidé de son contenu cellulaire et rempli d'un liquide ayant la composition du liquide intracellulaire et dont les ions Na+ sont rendus radioactifs. L'axone est ensuite ligaturé et placé dans une cuve contenant de l'eau de mer normale. On mesure le flux sortant d'Na+ radioactif dans deux conditions. D'abord, dans un liquide extracellulaire de composition normale. D'autre part, dans une eau de mer privée de K+. Les résultats sont résumés sur le tableau, sur le graphique, sur le tracé ou le graphique suivant. Nous avons ici la sortie d'ion Na+. D'abord, lorsque le liquide extracellulaire est de composition normale, c'est-à-dire contenant des ions K+, vous voyez que cette sortie, elle est décroissante. Mais cette sortie, elle s'affaiblit d'une façon remarquable dès que le liquide extracellulaire est dépourvu d'ion K+. Puis la sortie, elle reprend sa vitesse initiale lorsque le liquide extracellulaire retrouve la composition initiale. D'accord? Donc là, vous voyez, surtout remarquez que lorsque le liquide extracellulaire est dépourvu d'ion K+, le transport actif s'affaiblit. Et là, on peut dégager une autre propriété essentielle du transport actif, c'est que ce transport, il est conditionné, c'est-à-dire que la cellule, elle transporte à l'intérieur, ou le transporteur, il transporte à l'intérieur les ions les ions K+, mais il rejette à l'extérieur les ions Na+. Mais ce transport ne peut se faire que lorsqu'il y a des ions K+ à l'extérieur. C'est-à-dire que le transporteur membranaire, il ramène à l'extérieur les ions Na+, à condition qu'il ramène à l'intérieur les ions K+. Et là, vous voyez tout de suite que la cellule gère très bien ses dépenses énergétiques, en fait, parce que elle applique une gestion parfaite d'économie de l'énergie. La cellule, en fait, elle dépense à peu près 20 à 25% de l'énergie qu'elle produit pour assurer le transport actif. Et nous revenons donc à une conclusion, c'est qu'en absence de K+ dans le milieu extracellulaire, le flux sortant d'Na+ radioactif baisse. Donc la sortie d'Na+ nécessite la présence de K+ dans le milieu extracellulaire. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que ce transport, il est donc couplé. Le transporteur protéique assure des mouvements couplés Na+, K+, contre le gradient de concentration. Ce transporteur est la protéine pompe Na+, K+. Nous allons valider donc cette hypothèse émise. Et pour cela, nous allons de nouveau revenir à une autre simulation. Donc, regardons ensemble cette simulation. Donc, nous allons voir les canaux ioniques. Et nous allons voir essentiellement ce mécanisme. Voilà, regardez les mouvements ioniques ici. Les ions bleus représentent les ions sodium. Et en vert, vous avez les ions potassium. Vous voyez qu'à travers ça, c'est le milieu extracellulaire, évidemment. Là, vous avez le milieu intracellulaire. Et vous voyez que les ions Na+ passent du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Ce transport, c'est un transport passif. Il s'effectue selon le gradient de concentration. Pour les ions K+, c'est la même chose. Il y a un transport passif qui se fait du milieu le plus concentré, qui est le milieu intracellulaire, vers le milieu extracellulaire, qui est le milieu le moins concentré. Mais surtout, remarquez ici le transport actif, la pompe couplée Na+, K+. Remarquez que cette pompe, elle s'oppose au transport passif. Cette pompe, donc, elle fait rentrer les ions K+, colorés en vert, et fait sortir les ions Na+, colorés en bleu. Remarquez que cette pompe, elle consomme de l'ATP,
Et remarquez que l'entrée de 2 ions K+, en vert, correspond à une sortie de 3 ions Na+, en bleu. C'est ce transport actif qui est à l'origine du potentiel de repos. Alors, nous revenons donc. Voilà. Donc, à travers la membrane plasmique, s'effectue d'abord un transport passif. Ce transport est assuré par les canaux de fuite, c'est la diffusion, et il y a un transport actif. Ce transport est assuré par la pompe Na+, K+. Bilan. À travers la membrane s'effectue un transport passif. S'effectue un transport passif des ions selon le gradient de concentration ionique. Ça, c'est le transport passif. Et il y a surtout un transport actif des ions Na+, et K+, contre leur propre gradient de concentration. Ce transport est assuré par une protéine. Son fonctionnement nécessite de l'ATP et la présence d'Na+, K+, puisqu'il s'agit d'un transport couplé. Le potentiel de repos, il est dû donc au fonctionnement de la pompe, qui correspond donc à cette répartition inégale. Le potentiel de repos correspond donc à cette répartition inégale d'ions de part et d'autre de la membrane. Et cette répartition inégale d'ions de part et d'autre de la membrane, vous l'avez constaté, elle est assurée essentiellement par la pompe qui s'opposait à ce transport passif qui tendait à annuler en fait la valeur du potentiel de repos. Nous passons en fin de cette séance à une petite évaluation. Donc, suivez cette évaluation. Vous avez un QCM. Parmi les propositions suivantes, une ou plusieurs réponses sont exactes. Le transport passif fait intervenir. D'abord, on nous propose des canaux voltage dépendants, des canaux de fuite, des canaux chimiodépendants et des protéines canal. Donc, le transport passif fait intervenir des canaux voltage dépendants. Là, vous savez que les canaux voltage dépendants, ce sont des canaux qui interviennent essentiellement dans le transport, dans le potentiel d'action. Donc, cette réponse doit être fausse. Le transport passif fait intervenir les canaux de fuite, c'est ce que nous venons de voir. Ce sont les canaux de fuite qui fonctionnent selon le gradient de concentration qui assure le transport passif. Et donc, cette réponse, elle est vraie, elle est juste. Le transport passif fait intervenir des canaux chimiodépendants. Vous avez appris que les canaux chimiodépendants, ce sont des canaux qui interviennent essentiellement dans la transmission du message nerveux à travers la synapse. Et donc, cette réponse ne peut être que fausse. Il y a des protéines canal. Les protéines canal, ce ne sont que les canaux de fuite. Parce que vous avez vu que les canaux de fuite, ce sont des protéines en fait. Et cette réponse, elle est donc juste. Nous passons à un autre QCM. Les canaux de fuite cette fois-ci. Les canaux de fuite fonctionnent quand l'électrode active est introduite à l'intérieur est introduite dans la fibre ou à l'intérieur de la fibre nerveuse. La deuxième proposition, les canaux de fuite sont fonctionnels en permanence. Les canaux de fuite s'ouvrent quand le seuil potentiel est atteint et les canaux de fuite sont ouverts en permanence. Revenons à la première proposition. Les canaux de fuite fonctionnent quand l'électrode active est introduite dans la fibre. Bien sûr, cette réponse, elle est fausse, parce que quand l'électrode active est introduite à l'intérieur de la fibre, il est vrai que nous pouvons enregistrer le potentiel de repos, mais les canaux de fuite, ce sont des canaux qui fonctionnent d'une façon permanente. Ils sont toujours ouverts. Les canaux de fuite sont fonctionnels en permanence. Cette réponse ne peut être que juste parce que ces canaux sont toujours ouverts et sont toujours fonctionnels. Donc, c'est vrai. Les canaux de fuite s'ouvrent quand le seuil potentiel est atteint. Ça concerne sûrement les canaux voltage dépendants. Les canaux de fuite sont toujours ouverts
et sont toujours fonctionnels, donc cette réponse est fausse. Les canaux de fuite sont ouverts en permanence. Ça, c'est une question, c'est une réponse qui est juste. Donc, c'est vrai. Nous continuons avec le QCM. Le transport actif, cette fois-ci, et se fait selon le gradient de concentration et nécessite de l'énergie. Se fait contre le gradient de concentration. Est assuré par la pompe et par les canaux de fuite. Enfin, est assuré par les canaux de fuite. Le transport actif se fait selon le gradient de concentration et il nécessite de l'énergie. Le transport actif, c'est vrai, il nécessite de l'énergie, mais il n'est pas fait selon le gradient de concentration. Le transport actif, il est contre le gradient de concentration et donc cette réponse, elle est fausse. Le transport actif se fait contre le gradient de concentration. Évidemment, c'est ce que nous venons de voir. Il se fait du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, donc contre le gradient de concentration. Et cette réponse, elle est vraie. Est assuré par la pompe et les canaux de fuite. Le transport actif, il est assuré par la pompe, mais pas par les canaux de fuite qui assurent un transport passif. Cette réponse, donc, elle est fausse. Est assuré par les canaux de fuite. Cette réponse est aussi fausse parce que ce ne sont pas les canaux de fuite qui assurent ce transport. Nous continuons avec cette évaluation et nous passons au potentiel de repos. Le potentiel de repos est dû à première proposition à une accumulation de Na+ à l'intérieur de la fibre et de K+ à l'extérieur de la fibre. Ensuite, à une accumulation de K+ à l'intérieur de la fibre et de Na+ à l'extérieur. La troisième, c'est une égalité de concentration en Na+ et en K+ entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Et enfin, à une inégalité de concentration en Na+ et en K+ entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Revenons à la première proposition, donc à une accumulation de Na+ à l'intérieur de la fibre et K+ à l'extérieur. Là, vous avez appris tout à l'heure que les ions Na+ se trouvent surtout essentiellement accumulés dans le milieu extracellulaire. Le milieu intracellulaire, au contraire, il est représenté par les ions K+. Donc cette réponse, elle est fausse. Une accumulation de K+ à l'intérieur de la fibre et Na+ à l'extérieur, ça c'est le résultat du travail de la pompe. C'est la pompe qui mettait les ions Na+ à l'intérieur et qui mettait les ions K+ à l'extérieur. Cette réponse, elle est vraie, elle est juste. À une égalité de concentration en ions Na+ et en K+ entre le MiC et le MiC, là, vous vous souvenez, on a dit que c'est le transport passif qui tendait à assurer cette égalité, mais comme il y a un transport actif, cette égalité, elle n'est jamais obtenue, et donc cette réponse, elle est fausse. Enfin, à une inégalité de concentration en Na+ et K+ entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, évidemment, avec l'accumulation de Na+ à l'extérieur et de K+ à l'intérieur, cette réponse, elle est juste. Voilà. Donc, je crois que vous avez bien répondu. Cette séance, elle prend fin. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine séance serait consacrée pour l'étude du potentiel d'action. En attendant, je vous remercie pour votre attention.